Père Benfa assis avec d'autres vieux en train de discuter. Père Benfa. Ma fille Kani sait manier l'écriture du blanc. Elle sait lire les lettres d'où qu'elles vincent, même ce qui est écrit par la machine. C'est là qu'il vit Kani en compagnie de Samou. Il l'appela et dit: que je ne vous vois plus ensemble. Tu auras le mari que je voudrais. Fadiga le mieux-jean. L'école était l'ennemi de la famille. Les filles qui fréquentent ce milieu cherchent à tout résoudre par elles-mêmes et que certaines vont jusqu'à vouloir se choisir leur mari. Ma fille à moi ne verra jamais les portes de ce milieu. Toute la famille Benfa réunie en train de discuter à propos de l'école. Sibiri stupéfait ses frères quand il leur parlait de son enfance et des principes qui avaient guidé ses premiers pas. Sibiri. Au village, les jeunes entourent du respect et de sollicitude leurs aînés. Ils vénèrent les anciens et tout ce qui a été établi par eux. Birama. Tout cela est dépassé. La civilisation demande autre chose. Nous ne sommes pas faits pour cette vie dont tu parles, Sibiri. Elle est bonne pour les ignorants. Aujourd'hui, il faut être instruit si l'on veut être respecté. Voyez, les Blancs ne respectent que ceux qui s'habillent comme eux, car ceux-là sont seuls civilisés. L'instituteur le dit bien souvent: vous deux, Nyanson et Karamoko, si vous voulez suivre l'exemple de Sibiri, tant pis pour vous. Il y eut un long silence avant que le père Benfa leur demanda: qu'avez-vous appris à l'école aujourd'hui? Nyanson. Aujourd'hui, on nous a appris que les maladies étaient dues à des êtres si petits qu'on ne pouvait les voir à l'œil nu. Père Benfa. Et comment les as-tu vus, toi petit menteur? Rigolade lui et Sibiri. Karamoko. Les Blancs aiment se promener avec leurs femmes. Père Benfa. Et qui reste à la maison, alors, le chien? Birama. Aujourd'hui, le maître nous a dit qu'il n'était pas prudent de manger à plusieurs dans le même plat. Le père Benfa lui donna une grosse baffe et dit: Père Benfa, mon père et le père de mon père ont fait ainsi. Si tu t'en trouves mal, va-t'en avec les Blancs. Je t'ai mis à l'école pour que tu saches lire. Je n'ai jamais voulu que tu deviennes un Blanc. Le père Benfa, après avoir longuement médité, fit appeler Sibiri auprès de lui. Le déjeuner n'était pas encore servi. Maman Téné était toujours dans la cuisine, d'où sortait maintenant une fumée blanche et épaisse. Père Benfa, je voudrais parler à mes frères Tchemoko, Moussa et Souri. Je veux qu'ils soient autour de moi au coucher du soleil. Nous devons parler aujourd'hui du mariage de Kani. Aujourd'hui, nous dirons quelque chose à Femagan, qui attend depuis 1 an. Sibiri acquiesça et se leva. On montre Sibiri allant les informer. Maman Téné avait aménagé la véranda. Elle avait balayé le sol et nettoyé les murs. Le père Benfa, superbe dans son boubou doré, chapelet en main, s'était déjà installé. Il resta ainsi seul avec ses prières jusqu'à l'arrivée des autres. Les 3 frères du père Benfa étaient venus les premiers, puis un étranger qui s'était annoncé dans la cour par des plaisanteries et des jurons pittoresques. Tchemoko, Moussa et Souri ne semblaient pas très tranquilles. Des minutes s'écoulèrent ainsi, mais les inquiétudes se dissipèrent lorsque Sibiri, solennel, vint poser près de son père un panier rempli de cola. La vue de ces fruits orienta les esprits vers une cérémonie, probablement le mariage de Kani. Les regards se posèrent alors sur le père Benfa, qui, empochant son chapelet soigneusement roulé, se racla la gorge et se tourna vers l'un de ses frères. Père Benfa, Tchemoko, Dieu est grand. Puisse notre volonté s'accorder à la sienne.
Je t'ai appelé, toi et tes frères, pour que nous examinions quelque chose. Il s'agit d'une question qui, relevant de l'intérêt de notre famille, exige le point de vue de chacun de vous. Voici bientôt 2 ans que Famagan, par ses salutations, ses largesses et ses nombreux messages, demande à être des nôtres. Il a suivi sans relâche le chemin de nos coutumes. Il a honoré chacun de nous, honoré nos amis et voisins. Et comme l'on dit, quand on cherche, c'est avec l'espoir de trouver. Aussi, par l'homme que voici, il désigna l'étranger. Famagan nous demande ce que nous pensons de lui. Je suis votre guide, il est vrai. Mais sur les questions d'avenir, votre avis doit primer le mien. Mon devoir à moi est de consolider ce qui est. C'est à vous de préparer ce qui doit être. Ceci est ma parole. Tchemoko, nous avons entendu tes paroles, dit-il au père Benfa. Mais comme toujours, les pentates regardent celle qui les guide. Pour avoir voulu être un des nôtres, Famagan nous a comblés. Il y a 1000 jeunes filles dans le quartier, et sur ces 1000 jeunes filles, il a choisi Kani. Ce geste, pour nous, a une signification autrement importante. Nos pères disaient, j'ai plus peur de celui qui me respecte que de celui qui me menace. L'étranger. Vrai, Famagan l'a pensé, s'exclama l'étranger. Tchemoko. Ce n'est pas pour ce qu'il nous a donné, continua Tchemoko. Ce n'est ni pour ses présents, ni pour les sommes d'argent que nous avons reçues de lui. Avant Famagan, avant même Kani, nos dents étaient solides et nous tenions ferme sur nos pieds, car nos pères disaient également, la meilleure des connaissances est celle qui mène l'homme vers les hommes. Famagan a su nous gagner, c'est notre devoir. N'est-ce pas, Sori? Cria-t-il à l'un de ses frères. Père Benfa, vrai, ce que tu dis est vrai. La vérité s'appelle Dieu. Tchemoko, tel est, enseignant. Tchemoko, mon avis à moi. Cependant, mon avis est peu à côté du tien, Benfa. Tu es notre maître. Reprenant sa tabatière, le maître de la maison se tourna vers l'étranger. Ton ami est un brave homme, dit-il. Du moins, nous l'avons vu tel jusqu'ici. On a dit, la panthère a ses tasses au dehors, l'homme a les siennes en dedans. Cependant, connaissant sa source, nous lui faisons confiance. Mais qu'il sache ceci, nous autres, parents de Kani, nous ne sommes que des exécutants. C'est Dieu qui dirige. Ceci dit, le jour où Kani sera chez lui, qu'il se souvienne d'où elle vient, qu'il n'oublie jamais comment il l'a gagnée. Nous ne voulons pas que Kani ait faim tant que Famagan est rassasié. Si Kani lui désobéit, qu'il l'oriente. S'adressant alors à son frère Tchemoko, l'orateur lui dit, voici mes paroles. As-tu quelque chose à ajouter? Tchemoko, non, tu as tout dit. On ne peut, en se poussant, dépasser le mur. L'étranger se mit à parler à son tour. Il fit éloge de la famille de Famagan, du père Benfa et des frères du père Benfa. Puis le chef de la maison prit le paquet de cola et donna à chacun une poignée de précieux fruits. On se serra les mains. Durant toute la séance, Maman Tene n'avait pas quitté la cour. Elle avait eu, comme on dit, un œil sur sa marmite et l'autre sur la véranda. Il faut dire qu'à l'égard du mariage de Kani, Maman Tene était beaucoup moins optimiste que le père Benfa. Après le souper, Maman Tene resta pensive. Elle se demandait comment résoudre les 1000 difficultés qui finalement naîtraient de ce mariage.
Filant son coton de tous les soirs, elle jetait de furtifs regards sur le père Benfa. Elle eût voulu lui parler, elle eût voulu dire tout ce qui, en cette minute même, la tracassait. Mais elle n'osait, car elle savait que le père Benfa la croirait de connivence avec sa fille Kani et s'en prendrait à elle. Étendu sur son tara, l'air satisfait, le maître de la maison contemplait les étoiles. Maman Tene s'arrêta, se leva, rangeant ses quenouilles après s'être débarrassée des débris de coton qu'elle avait sur les bras et sur les vêtements. Puis elle s'habilla convenablement et vint à côté du père Benfa. Maman Tene, je veux faire une commission. Mais le père Benfa dormait. Maman Tene resta un moment indécise, puis se rendit auprès de ses coépouses qui filaient du coton dans leur cage. Demanda à l'une d'elles de prévenir le maître de la maison au cas où il se réveillerait. Connaissant tous les soucis que donnait à Maman Tene le mariage de Kani, on pouvait deviner aisément où elle allait à cette heure-ci. Où allait-on chercher la tranquillité et la paix de l'esprit, si ce n'est chez le féticheur? Oui, Maman Tene se rendit chez Tchekoura. Arrivée devant la porte de Tchekoura, Maman Tene sentit son cœur battre. Elle se trouva un peu embarrassée. Elle ne savait plus comment aborder le sujet. Elle eut peur de l'éventuelle sentence du divin. Elle s'arrêta et voulut retourner sur ses pas, mais ayant aperçu un homme qui semblait venir à elle. Maman Tene courageusement franchit le seuil du vestibule, arriva dans la cour, salua à mi-voix un groupe d'hommes qui discutaient devant un manchon d'arachides et vint s'arrêter devant la case de Tchekoura. Assis sur une vieille peau de mouton, les regards fixés au sol où s'éparpillaient les courriers. Tchekoura s'entretenait avec les puissances invisibles. Un temps s'écoula. Enfin, Tchekoura, se retournant lentement, regarda la mère de Kani de la tête aux pieds. Tchekoura, t'es-tu bien levé ce matin? Maman Tene. Benfa et les enfants te disent bonsoir. Tous deux observaient un silence. Maman Tene regardait les curieux objets qui entouraient Tchekoura. Tchekoura, qu'y a-t-il? Je t'écoute, Tene. Tu es soucieuse, je le vois. Mais nous te donnerons la paix. La paix. Maman Tene. Tchekoura, quand le feu gagne la forêt, l'animal court vers la rivière. Tchekoura. Vrai, hurla Tchekoura. Maman Tene. Il y a 2 ans que Famagan, homme vertueux et brave, demande la main de ma fille. Famagan n'a que des amis, je le sais. Cependant, ce mariage s'annonce difficile. Ma fille est à l'école. Elle a appris à avoir les choses par elle-même. Et comme tu sais, on doit s'attendre à tout de la part des enfants d'aujourd'hui. J'ai peur. C'est pour cela que je suis chez toi. Tchekoura, tu dis vrai, Tene. Ta démarche est louable et ta confiance m'honore. Se levant brusquement, au point qu'il fit sursauter Maman Tene, Tchekoura décrocha 2 de ses fétiches suspendus au mur. Il les brandit, hurlant des mots étranges. Le père Benfa, cérémonieux, appela Sibiri et lui dit: Après le repas de midi, tu feras part de la nouvelle du mariage de ta sœur à tes frères cadets. Après le repas, il se retira dans sa cage après quelques bouchées et manda les jeunes. Karamoko se présenta le premier. Sibiri, va chercher Birama et Nyanson. Karamoko sortit en courant et faillit écraser le petit singe qui s'était faufilé entre ses jambes. Il revint quelques instants après, tandis que nonchalant, comme s'il venait à contre-cœur, marchait Birama. Karamoko,
Birama est là, mais Nyanson est absent. Sibiri, entrez. Assis sur son tara, un voile de souci sur le front. La main de Kani vient d'être accordée à Famagan. Père me charge de vous transmettre la nouvelle et de vous remettre ces quelques noix de cola. Karamoko prit sa part et s'en va en courant. Mais Birama resta debout immobile, les mains dans les poches de son pantalon européen. Sibiri. Comment? Tu n'aimes plus le cola? Birama. Si. Sibiri. Alors, qu'attends-tu pour prendre ta part? Birama resta silencieux, toujours immobile, les yeux tournés vers la cour, comme s'il cherchait on ne sait quoi parmi les feuilles du manguier. Sibiri. Qu'y a-t-il donc? Demanda Sibiri, que l'attitude de Birama exaspérait. Birama. Je ne peux pas accepter ces colas, fit dédaigneusement Birama. Sibiri. Pourquoi? Juste qu'il y en ait peu pour toi? Si c'est cela, je t'en donnerai davantage. Birama. Non, ce n'est pas cela. Sibiri. Alors, ne reste pas ainsi. Parle, je t'écoute. Il s'agit de ta sœur, ne le sais-tu pas? Birama. C'est justement parce qu'il s'agit de sœur. Sibiri. Alors, dis-moi ce que tu penses. Dis-moi ce que tu as. Birama. Tu veux que je parle? Sibiri. Oui. Birama. Tu le veux? Sibiri. Oui, j'y tiens. Birama. Je n'accepte pas ces colas parce que je n'aime pas ce mariage. Je suis absolument opposée. Sibiri. Que dis-tu? Fit Sibiri en riant. Et pourquoi serais-tu opposé à ce mariage? Est-ce parce que tu ne voudrais pas te séparer si tôt de Kani? Ce ne serait pas raisonnable de ta part. Tu sais bien qu'une jeune fille est appelée tôt ou tard à quitter ses parents. Et puis, le mariage n'est pas encore fait. Kani restera encore quelques mois avec nous. Et même quand elle sera chez son mari, rien ne t'empêche d'aller l'y voir. Il n'y a ni ville ni village entre nous. Birama. Il ne s'agit nullement de tout cela. Je sais très bien que Kani, un jour ou l'autre, devra nous quitter. Karamoko le comprend à plus forte raison. Sibiri. Alors, moi, je ne te comprends plus. Cependant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe en toi. Nous sommes entre nous et cette affaire est nôtre. Tu as le droit de dire ton mot à propos du mariage de Kani. N'oublie pas que nous sommes appelés à vous laisser ici-bas. Le jour où Kani aura les larmes aux yeux, c'est vers toi qu'elle ira. C'est toi qui auras à la consoler, à la défendre. Tu as tort de ne rien dire. Si tu sais quelque chose sur Famagan, c'est le moment de nous l'apprendre. Il est encore temps de revenir en arrière. Birama. Ce mariage fera le malheur de Kani. C'est pour cela que je suis contre. Notre sœur n'aime pas Famagan. Elle ne sera jamais heureuse avec lui. Et puis, il a déjà 2 femmes. Kani aime un autre garçon. Pourquoi vous opposeriez-vous à leur union? Ce garçon réussira un jour, croyez-moi. Sibiri partit d'un éclat de rire. Sibiri. Je te savais insolent, Birama. Je viens de découvrir que tu es fou. Il faut que tu sois fou pour me dire ce que je viens d'entendre. Que vient faire le point de vue de Kani dans cette affaire? C'est nous qui décidons. Comme il est d'usage, c'est à Kani à suivre. Depuis que le monde est monde, les mariages ont été faits comme nous le faisons. Tu es trop petit pour nous montrer le chemin. Les yeux de Birama brillaient de colère, son visage devint dur. Birama. Ah, c'est ainsi?
hurla-t-il. Eh bien, depuis que le monde est monde, les mariages ont été mal faits. Ce n'est d'ailleurs pas un mariage, reprit-il, mais une vente aux enchères. Vous agissez comme si Kani était non une personne, mais un vulgaire mouton. Ce qui vous intéresse, c'est combien vous en tirez. Vous la livrez au plus offrant et vous ne vous en souciez plus de savoir ce qu'elle devint. Qu'elle soit l'esclave de Famagan, reléguée au fond d'une case au milieu d'autres esclaves, vous vous en moquez. Pour vous, ce qui compte, c'est ce que vous recevrez. Sibiri. Je crois que tu as perdu la tête. D'ailleurs, tout ce que tu viens de dire cadre bien avec votre conduite. À vous qui reniez votre milieu, à vous qui avez honte de votre origine, à vous qui ne rêvez que d'imiter vos maîtres les Blancs. Oui, nous avons le droit d'imposer qui nous voulons à Kani parce que Kani a quelque chose de nous. Elle porte notre nom, le nom de notre famille. Qu'elle se conduise mal et la honte rejaillit sur notre famille. Il ne s'agit pas d'une personne, mais de tout le monde. Tu me parles de ton camarade? Voyons, qu'est-ce qu'il a choisi? Kani, me diras-tu? Mais dis-moi, crois-tu que Kani, à elle seule, puisse mieux juger que nous tous réunis? Le mariage n'est pas une plaisanterie. Il ne peut être réglé par ceux qui ne rêvent que de cinéma, de cigarettes et de balles. Sibiri était méconnaissable. Ce n'était plus l'autoritaire prodigue, un juif, mais un homme qui discute et qui cherche à convaincre. Birama. Il ne s'agit ni d'un nom, ni d'une famille, mais de Kani. C'est elle qui se marie, c'est à elle de choisir. Vous croyez que les choses doivent demeurer en l'état où elles étaient il y a des siècles? Tout change et nous devons vivre avec notre temps. Tu comprends bien que Kani, ayant été à l'école, ne peut être la troisième femme de Famagan. Si vous la lui donnez, le divorce s'en suivra immédiatement. Sibiri. Voilà ce que j'attendais, l'école. Mais dis-moi, il n'y a pas de divorce chez les Blancs? Que le Blanc garde ses coutumes. Nous suivons nos pères. S'il y en a qui ne rêvent que d'être blancs, l'avenir se chargera de leur faire comprendre que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Je ne sais ce qu'on vous met dans la tête à l'école, mais vous nous revenez gâtés, insolents et irrespectueux. Dans la rue, vous feignez de ne pas voir les grandes personnes, afin de ne pas avoir les saluer. Vous vous croyez supérieur à tous les autres. Les Blancs sont nos sauveurs, mais de quoi nous ont-ils sauvés? Un jour viendra où nous vous ferons changer de langage, à moins que vous ne cherchiez refuge au pays des Blancs, de vos maîtres, esclaves que vous êtes. Birama s'apprêtait à hurler lorsqu'entra Mama Tene. Mama Tene, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il encore? Demanda la maîtresse de la maison. Vous me ferez mourir de chagrin. Deux frères du même sang, du même lait, qui n'arrivent pas à s'entendre. Que deviendra donc la famille après nous, si vous devez la continuer? Écoutez-moi bien. Je prie nuit et jour pour une famille unie. Croyez-moi, celui d'entre vous qui sera cause de désaccord aura mon éternelle malédiction. Birama Sira vous fait dire qu'elle vous attend chez elle, Kani et toi. Birama sortit la rage au cœur, car il n'avait pu répondre aux derniers mots de Sibiri. Sur le chemin de retour, Kani et Samu parlaient de Sidi et des propos de Sidi. Kani. Je suis contente, dit Kani, que tu n'aies pas discuté avec Sidi. Vous auriez gâché la soirée.
Samou. En tout cas, il a été bien attrapé, répondit Samou. Sidi aime tout sauf le silence. Un cycliste faillit renverser Samou. Kani. Ah, ces gens, fulmina l'ami de Kani. Quand ils ont un vélo, ils se croient les maîtres du monde. Il faut qu'ils fassent sentir qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Kani lui prit la main. Samou, laissons-leur la route et marchons de côté. Maman Téné faisait le va-et-vient entre la maison et la rue. Elle attendait Kani. Quand elle apercevait des silhouettes qui pouvaient être celles de Kani ou de Birama, Maman Téné allait à leur rencontre. Finalement, Maman Téné alla s'asseoir dans la case de Kani et regarda les images collées au mur. Kani, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Dit Kani, surprise de trouver sa mère assise sur son terrain. Maman Téné, je t'attendais, je veux te parler, répondit Maman Téné sans lever la tête. Kani se déchaussant, prit place à côté de sa mère. Elles restèrent silencieuses quelques minutes. Maman Téné, j'ai à te parler de la part de ton père. Écoute-moi, écoute bien et réfléchis à ce que je vais te dire. Aujourd'hui, tu es une grande fille, Dieu merci. Plusieurs des camarades de ton âge sont déjà mères de famille. Elles sont heureuses et remercient Dieu. Tu as été à l'école, peu de tes camarades en savent autant que toi. Tu sais lire une lettre venant de n'importe quelle ville. Tu sais écrire une lettre à n'importe qui. C'est largement suffisant pour toi. Kani, ton père et ses frères se sont réunis. Ils ont décidé que tu épouseras Famagan. Sache donc te conduire en conséquence. Dans la rue, au marché, partout où tu seras, n'oublie que tu n'es plus libre. Tu as un mari désormais, et les gens t'observeront. C'est la parole de ton père. Kani resta immobile, les yeux grands ouverts. Maman Téné. Tu auras la bénédiction de Dieu, continua Maman Téné, si tu suis tes parents. À ces mots, Kani se laissa tomber sur le tara, couvrant son visage de ses mains sanglotantes. Maman Téné mit la main sur son épaule et d'une voix neutre lui dit: Maman Téné, tu n'as pas à pleurer. Tu n'es ni la première ni la dernière. Kani, je n'aime pas Famagan, je n'aime pas Famagan, cria Kani au milieu des sanglots. Maman Téné, il n'est pas question d'aimer, fit Maman Téné. Tu dois obéir. Tu ne t'appartiens pas et tu ne dois rien vouloir. C'est ton père qui est le maître et ton devoir est d'obéir. Les choses sont ainsi depuis toujours. Kani, fit Kani qui s'était vivement redressée. Pardonne-moi, mais je ne peux être la femme de Famagan. Faites de moi ce que vous voudrez, je préfère mourir. Maman Téné demeura interdite et regarda longuement sa fille et porta la main au menton en signe d'étonnement. Maman Téné, comment oses-tu parler ainsi? Comment oses-tu dire de pareilles choses? Est-ce la malédiction qui descend sur toi? Kani, non, mais je vous fais comprendre que ce que vous envisagez est impossible. Pourquoi donc refusez-vous Samou? Que vous a-t-il fait de mal? Pourquoi donc ne me laissez-vous pas continuer mes études? Je vous en supplie. Maman Téné. Kani, fit doucement Maman Téné. Écoute-moi. Tu n'es plus une enfant. Tu sais voir et comprendre certaines choses. J'ai souffert dans cette maison. J'y souffre encore. Pour toi et tes frères, j'ai tout accepté et je suis prêt à continuer. Vous êtes ma seule joie. Si tu obéis, j'en serai heureuse et je prierai pour que la vie te soit douce.
Mais si tu te dresses contre ton père, tu augmenteras mes souffrances et je ne pourrai plus paraître au milieu de mes semblables. Maman Tene avait les larmes aux yeux. Sa voix n'était plus celle de l'autorité, mais de l'amitié et de la douleur. Kani, les joues mouillées de larmes, restait la tête baissée. Kani, ma, dit Kani, d'une voix qui frémissait de sympathie. Tu ne voudrais pas que je souffre comme tu as souffert, n'est-ce pas? Alors, ne m'oblige pas à épouser Famagan. Laisse-moi continuer mes études. Et quand je serai institutrice, tu n'auras plus rien à craindre. Je t'aiderai à entretenir mes jeunes frères, Karamoko et Nyanson. Maman Tene mit la main sur les lèvres de Kani. Ne parle pas de ces choses-là. Ne parle pas de ces choses-là, murmura-t-elle. Tais-toi, tais-toi. Je ne suis rien, tu le sais bien. Je ne suis rien. C'est ton père qui décide. Auprès de lui, nous ne sommes rien, ni toi ni moi. Kani. Si c'est ainsi, je n'épouserai jamais Famagan. Il se fatigue pour rien. J'aime Samou et je l'aimerai toujours. Mais Emma, comprends-moi, je resterai ta fille. À peine Kani eut-elle prononcé ces mots que le père Benfa fit irruption dans la case. Père Benfa, qu'ai-je entendu? Gronda-t-il. Que disais-tu, fille de Satan? Parle, dis un mot. Kani s'éloigna. Le père Benfa la suivit au fond de sa case. Kani s'était recroquevillé, mais aux tempes. Le père Benfa la regardait furieux. Père Benfa, que disait Kani? Maman Tene. Des enfantillages, répondit Maman Tene un peu troublée. Kani est encore une enfant, ne l'oublie pas. Père Benfa. Tu la gâtes, c'est toi qui la soutiens dans ses projets de fille perdue. Maman Tene. Comment veux-tu que je la gâte? Père Benfa. Oui, tu l'écoutes, tu la soutiens. C'est même toi qui l'incites à désobéir. D'ailleurs, j'ai compris. C'est parce qu'elle reste auprès de toi qu'elle a un tel esprit. Je vais les envoyer dès demain, elle et Birama au village. C'est mon frère Djigi. Maman Tene. Tu m'accuses à tort, mais Dieu est grand. Il nous voit tous. Père Benfa. Oui, hypocrite. Dieu nous voit tous. En attendant, va dire à ta fille de se préparer. Dépêche-toi. Kani, assise à même le sol, pleurant encore lorsqu'arriva Maman Tene. Maman Tene, lève-toi, dit-elle. Tu vas salir ta robe. Kani, tu l'as vu, Maman Tene. Qui? Ton père? Ton père? Lève-toi. Il me charge de te dire que tu iras demain au village avec Birama. Accepte, si tu m'en crois. Accepte tout, Dieu est grand. Mets tes espoirs en lui. Maman Tene s'en retournant, Kani resta quelques minutes interdite, puis elle se leva, se glissa vers le vestibule et se trouva nez à nez avec sa mère qui revenait de la rue. Maman Tene. Où vas-tu? Kani. Je vais chercher quelques affaires. Maman Tene considéra longuement sa fille. Maman Tene. Prends au moins ton foulard. Tu as les cheveux en désordre. Ne reste pas longtemps. Ton père pourrait te demander. Kani, dans la rue, ne voyait personne. Elle ne voyait rien. Samou lisait un vieux journal quand il entendit frapper à la porte. Kani vint s'asseoir dans un fauteuil juste à côté de la table et demeura silencieuse. Samou, un peu surpris, considéra son ami d'un air intrigué. Samou, qu'y a-t-il? Kani ne répondit pas. Samou s'approcha et vit le visage triste, les yeux mouillés de Kani. Il fronça les sourcils, prit la tête de son ami entre ses mains
et d'une voix qui mêlait la surprise à l'inquiétude, lui dit: « Tu as pleuré? Que s'est-il passé? Vous est-il arrivé quelque chose? Quelqu'un est-il malade? Parle-moi. Ne reste pas muette. » Deux larmes descendirent le long des joues de Kani. Samou, profondément troublé, les lui essuya vivement et s'accroupit en face d'elle. « Samou, dis-moi quelque chose. Est-ce Maman Tene qui est malade? » Kani: « Non. » Fit Kani de la tête. Samou: « Alors, pourquoi pleures-tu? » Kani: « Il a été décidé que j'épouserai Famagan. » Samou: « Quoi? » fit Samou en se relevant. Kani: « Et demain, je quitte la ville. On nous envoie au village, Birama et moi, pour le reste des vacances. » Samou restait immobile, les mains dans les poches, le regard vers la porte de sa cage. Kani leva la tête, puis se releva et vint à lui. Kani: « Samou, je te jure que je ne l'épouserai pas. » Samou ne dit rien. Il fit quelques pas et alla s'asseoir sur son tara, la tête entre les mains. Kani: « Samou, rien au monde ne pourra nous séparer. » Samou ne disait toujours rien. Samou pleura. Kani: « Non, non, fit Kani en se jetant à son cou. « Non, Samou, je ne veux pas te voir pleurer. » Birama, qui précédait sa sœur, alla droit à une vieille qui se tenait un peu à l'écart. Celle-ci marcha hardiment à sa rencontre. Birama: « Nous cherchons la maison du chasseur Djigi, » fit Birama d'une voix qui s'efforçait de rendre rassurante. Vieille: « Il n'y a pas de chasseur Djigi dans notre village, » répondit la vieille d'un ton agressif. Birama et Kani se regardèrent, perplexes, tandis que quelques enfants fuyaient déjà vers le village. Kani: « Nous sommes les enfants de Benfa, le frère de Djigi, » fit la douce voix de Kani. La vieille les regarda un moment, son visage s'épanouit. Vieille: « Ouf, ouf » s'exclama-t-elle en se tapant les mains. « Vous êtes mes petits-enfants. J'ai vu votre père chasser les singes et grimper sur les tamariniers. » La grand-mère prit Birama par les mains, se retourna vers ses compagnons et s'écria: « Vieille, ce sont les enfants de Benfa, le frère de Djigi, ils viennent de la ville. » D'autres femmes se précipitèrent au milieu des exclamations diverses. Chacune d'elles cherchait à dire un mot sur la gentillesse et la bonne conduite du père Benfa. Puis la vieille prit la calebasse et demanda aux citadins de la suivre. Birama et Kani arrivèrent avec leur escorte. Les vieux qui les avaient aperçus tournèrent le dos. Le père Djigi feignit de ne rien voir. Vieille: « Les enfants de Benfa sont venus te voir, » s'écria la vieille, une vingtaine de mètres de l'arbre. Le père Djigi se redressa, sourit et tendit la main. Birama accourut. Père Djigi: « Si tu viens nous voir, » fit le vieillard, « il faudra porter nos habits. » Birama sourit. Les autres vieux se levèrent et vinrent entourer le père Djigi et ses neveux. Alors commencèrent les salutations un peu de partout. Quand tout le monde fut satisfait, le père Djigi conduisit ses deux enfants à la maison. Birama et Kani avaient fait connaissance avec tous leurs parents. Mais le père Djigi avait dit: « Birama, tu resteras du côté des hommes. » Et Kani se trouva seul au milieu de ses tantes et cousines. Kani se mit à bâiller dégoûté. Kani: « Quelle vie de merde! » Intérieur maison matin. Birama et Kani s'étaient levés plus tôt. Il était environ 7 heures. Déjà, le père Djigi confectionnait des nattes dans sa cage. Une de ses femmes pilait le mil et chantait.
Kani se lava le visage, se cuira les dents et se dirigea vers les bagages posés dans un coin de la case. Mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle courait hurlant vers son frère. Kani. Birama, Birama, un lézard, un énorme lézard. Kani vint au Père Digui, tandis que Birama prenait une hache. Père Digui. Que fais-tu? Lui cria le vieillard. Birama. Un lézard, répondit Birama, la frayeur dans les yeux. Père Digui. Tu es fou? Hurla le vieillard, retenant son neveu. Le lézard fait partie de notre famille. Birama, bouche bée, fixait tour à tour Kani et son oncle. Ce dernier, catégorique, tourna le dos. Kani prit la main de son frère. Vieille. Je pense que le blanc ne vous apprend pas assez de choses. Père Digui. Non. La vérité est qu'il ne voit plus les choses anciennes. Le blanc leur apprend les écrits, pas autre chose. Vieille. Faudrait le lui dire alors. Vaudrait mieux qu'il chasse tout, lança la vieille en s'en allant vers la cuisine. Père Digui. C'est toi, Birama, qui as crié? Birama. Non, je n'ai pas crié. Père Digui. Ne crie jamais. Un homme ne crie pas. Certains chefs ne s'adressent à leurs administrés qu'en criant. Ils crient et ils menacent. Or, vois-tu, un chef qui crie pour se faire craindre sans qu'il lui manque quelque chose. On te l'a appris cela là-bas? Birama. Non. Père Digui. Alors, retiens-le, ne crie jamais. Ne crie jamais et ne fuis jamais. Quel que soit ce que tu auras en face, un homme ne court pas. Quand on doit sa vie à la fuite, on ne vit qu'à moitié. On est dominé soit par le souvenir de la peur, soit par la honte. On n'est plus un homme libre. Tu as beaucoup de choses à apprendre encore. On m'a dit. À la ville, les enfants disent moi. Ils ne parlent que d'eux. J'ai ri et j'ai répondu. Nous faisons une bonne chose, c'est nous. Lorsque quelqu'un dit moi, nous l'envoyons à la ville. Il n'a plus d'amis parmi nous. Et depuis le départ de Kani, lui qui d'habitude aimait tant plaisanter avec les vieilles, qui écoutaient patiemment leurs histoires, leur disait tout juste bonjour. Il ne fréquentait plus les places où se réunissaient ses jeunes compagnons. Sidi parlait et gesticulait dans la rue. Il faisait des projets, il parlait de ses études, mais Samou était moins enthousiaste. Il pensait à Kani. Sidi finit par s'en apercevoir. Sidi, ne t'en fais pas, lui dit-il. Le père Benfa comprendra à présent que l'avenir est de ton côté. Famagan aura sûrement peur, tu vas voir. Sitôt qu'elle eut posé ses bagages, Kani courut chez Samou. Samou était devant sa porte. Il discutait avec un camarade, un journal à la main. Kani arriva en courant et à une 50aine de mètres, elle cria « Samou, Samou !» Samou jeta le journal et courut à Kani. Kani, Samou, Samou. Ils restèrent immobiles et silencieux. Puis Samou l'entraîna chez lui. Samou était accueilli dans la famille du père Benfa. Les coépouses de Maman Téné l'appelaient déjà notre gendre. Les petits frères de Kani, Nyanson et Karamoko le taquinaient comme cela est de coutume. Et Samou leur apportait souvent des petits cadeaux. Il sortait avec Kani au vu et au su de tous. Sidi le tribun disait que le monde nouveau commençait. Un jour, au cours d'une discussion chez Sira, le tribun avait déclaré « Sidi, l'exemple de Kani doit être suivi. Quel que soit le sacré de certaines de nos institutions, il ne faut hésiter à leur faire la guerre. Si elles doivent nous maintenir en état d'infériorité
par rapport aux autres peuples. Nos parents hier avaient raison, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut qu'ils comprennent. Samou. Non, non, avait répondu Samou. J'ai bien réfléchi à ce qui nous arrive. J'ai été aiguillé par un de nos aînés qui a été en Europe et y a vu beaucoup de choses. Voyez-vous, quelle que soit l'issue de cette affaire, je n'en voudrais jamais aux parents de Kani. Ils ne sont pas seuls responsables. Notre drame, c'est d'avoir été l'enjeu d'une bataille, d'avoir suivi le chemin le plus facile. Nous n'avons pas été élevés dans les valeurs de notre pays. On nous a éblouis et nous n'avons pas pu résister. L'école, avouons-le, nous a orientés vers le monde européen. Le résultat a été que nous avons voulu transporter l'Europe dans nos villages, dans nos familles. On ne nous a rien dit sur notre monde, sinon qu'il était arrêté. Lorsque Kerfa le fou entra chez Samou, ses camarades étaient assis sur le même tara, dans des attitudes plus ou moins figées. La chambre était silencieuse à tel point que Kerfa fut surpris de la trouver occupée. Samou, le coude sur le genou, le manteau dans la main, regardait inlassablement par la petite fenêtre. Sidi avait un livre ouvert à la main, mais il regardait plutôt le mur d'un regard immobile. Kerfa, j'ai quelque chose à vous dire, dit Kerfa d'une voix traînante et indécise. Quelque chose d'important, et je vous prierai de m'écouter jusqu'au bout. Voilà, Samou, il y a quelques jours, ta mère, Mama Kumba et moi avions entrepris une certaine démarche. Nous n'avions rien dit à personne parce que nous voulions savoir ce que cela donnerait. Mama Kumba et moi avons été voir quelques vieux. Cela n'a pas été facile. Nous sommes mal tombés au début. En effet, les premiers à qui nous avons parlé étaient des soutiens de Famagan. Après des nuits de démarche, nous sommes parvenus à gagner quelques vieux notables, dont le père Aladji et Mamari, le troubadour. Ils iront parler demain au père Benfa. Mamari a déjà été donc une fois chez Famagan. Sidi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es fou? Kerfa, non, je ne suis pas fou. C'est vous qui êtes fou. Sidi, non, Kerfa. Tu n'avais pas à faire cela. Tu as donné à Famagan et à ses vieux l'occasion de se moquer de nous. Tu nous mis à genoux devant ces vieux. Nous ne voulons pas de leur charité. Nous n'acceptons pas de monde de leur part. Kerfa, non, non, écoutez-moi. Je sais, le sentiment qui vous anime en ce moment, c'est de l'orgueil. Il n'a pas sa place ici. Encore une fois, les vieux ne sont pas vos rivaux, mais vos aînés, vos pères. Je souhaite que cette démarche ouvre le chemin qui mène à la réconciliation. Kerfa s'en alla et la chambre redevint silencieuse. C'est le père Benfa. C'était une nuit pas comme les autres. C'était une nuit où Here, c'est-à-dire la paix, le bonheur, semblait avoir choisi le domicile de Kani. Car chaque maison a ainsi son jour. La paix était revenue ce soir-là. Le père Benfa s'était allongé sur son tara après le repas du soir. Deux silhouettes franchirent le seuil du vestibule, puis deux autres. Au bruit de leurs babousses traînantes, on identifia les visiteurs. C'étaient des anciens. Le père Benfa se redressa, Birama ferma son livre, Sibiri se rajusta dans sa chaise, tandis que Maman tenait à aller chercher les grandes notes de réception. Visiteur 1. Que la nuit vous soit douce, s'écria un des visiteurs. Père Benfa, que la paix demeure chez vous, répondit le père Benfa. Visiteur, Benfa, nous te saluons. Benfa, que la paix soit chez vous. Asseyez-vous. Mamari, Aladji, Koniba, Siré.
Mamari. Benfa. Il est donné à un seul être de ne pas se tromper. C'est celui qui n'agit jamais. Benfa. Vrai, Mamari. Il y eut une minute solennelle. Le père Benfa se racla la gorge, mais ne dit rien. Mamari. Benfa. Reprit Mamari. Mon père a assisté le tien toute sa vie durant. Il l'a vu et admiré parmi les guerriers. Il l'a vu et admiré parmi les chasseurs de fauves. Entre toi et moi, il n'y a pas de refus. Benfa. Vrai, murmura le père Benfa. Mamari. Maintenant, Aladji, tu as la parole. Fit Mamari à son voisin qui approuva de la tête en se lissant la barbe. Aladji. Benfa, dit le vieux Aladji, nous sommes venus non pas pour corriger une erreur que tu as commise, mais plutôt pour que tu nous aides à ne pas en commettre. Benfa. Vouloir agir comme nous le faisions naguère, comme le faisaient nos pères, c'est montrer que tu ne vois pas tout le changement qu'il y a. Benfa. Le mariage d'aujourd'hui n'est pas celui que nous connaissions nous autres. De notre temps, l'homme n'avait qu'une parole. Aujourd'hui, nous sommes en face de gens qui mettent tout leur génie à nourrir leurs semblables de fausses promesses. De notre temps, à la guerre comme dans la vie, on combattait de face. Aujourd'hui, le plus fort est celui qui sait dissimuler le mieux. Benfa, les choses ont changé. Nos enfants ne veulent plus nous suivre. Ils refusent tout ce que nous leur donnons. Ils croient trouver ailleurs ce qui réellement ne se trouve que chez soi. Que faire? Devons-nous faire de nos enfants des adversaires? Non, je ne le pense pas. La vie, tôt ou tard, leur enseignera un jour la vérité. Car lorsqu'on a chaud dans sa cage, on peut faire une ouverture au mur. Mais lorsqu'on a chaud dans la cage du voisin, on n'a plus qu'à aller dormir sous un arbre. Et la maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur. Crois-moi, Benfa, au lieu de faire de ces jeunes des adversaires, aidons-les plutôt. Ils sont malheureux. Leur route, ils la découvriront après des pistes jalonnées d'épines. Mais ils la découvriront car, de la racine à la feuille, la sève monte et n'arrête jamais. Il y eut un silence. La lampe à huile reflétait une lueur pâle sur le visage maintenant mélancolique du père Aladji. Le père Benfa se racla la gorge. Benfa. Aladji, ce que tu viens de dire est juste. Nous sommes dans un monde que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus de lien entre père et fils, plus de loyauté entre amis, plus d'égard entre jeunes et anciens. Cependant, malgré tout, je ne m'attendais pas à cela de la part de Kani. Je suis entêtée parce que j'avais donné ma parole à Famagan. C'est aujourd'hui la seule chose qui me préoccupe, la parole donnée à Aladji. Mamari, c'est cela, j'y ai pensé, car je connais ta loyauté. Cependant, sois tranquille. De ce côté-là, j'ai vu Famagan par 3 fois. Je lui ai expliqué que cette bataille ne l'honore pas. Il se retire, m'a-t-il dit, si tu y consens. Je sais aussi que tu as adressé un message à ton frère Djigui. Avec ta permission, je me rendrai chez lui demain. Le père Benfa parut songeur. Il leva les yeux sur les étoiles, puis tourna le regard vers les femmes qui s'étaient tues. Famagan s'était retiré de lui-même. Le père Benfa n'avait donc rien à se reprocher. Et puis, Aladji et tous ses anciens étaient autant intéressés que lui.
Il ne s'agissait pas seulement de Kani et de Birama, mais de tous ces jeunes qui croyaient en savoir plus long que les anciens. Un jour, ils découvriraient leurs erreurs. Ils reviendraient alors vers leur monde, prêts à tout lui donner. Ce jour-là, ils comprendraient les anciens et tous les gestes leur paraîtraient clairs, grands et beaux. Les enfants, à qui ils raconteraient leurs aventures, grandiraient dans une nouvelle sagesse. Sibiri, d'un geste, porta la main vers le gobelet d'eau. Birama, il est vide, je vais t'en chercher. Le père Benfa porta les regards vers Birama, qui, d'un bond, avait pris le gobelet. Il le regarda de la tête aux pieds dans ses habits européens. Il sourit. Père Benfa, et toi aussi, mon fils, un jour tu auras soif, pensa-t-il.